Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture du livre écrit par Stefan Zweig, Le joueur d'échecs. Je vous propose de lire un extrait du passage où l'auteur, le personnage plus exactement, décrit son enfermement, son confinement au sein d'une chambre d'hôtel. Confinement entrecoupé d'interrogatoires par la Gestapo. Je trouvais intéressant la description de son état psychologique durant cet enfermement. Et vous allez voir, à la fin de ce récit, il va faire une découverte d'un objet capital pour sa vie. C'était l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel, peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalité importante, dans des chambres d'hôtel particulières et convenablement chauffées, plutôt que dans des baraques classées et avec 20 personnes. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles. C'était l'isolement le plus raffiné qui puisse imaginer. On ne nous faisait rien. On nous laissait seulement en face du néant, car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres. De l'intérieur, plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse plus écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais jamais aucune figure humaine, sauf celle du gardien, qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul, désespérément seul en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets, la table, le lit, la fenêtre, la cuvette. On vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre, dans ce noir océan de silence, mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre, avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête, sans
faute de quoi elle se met à tourner sur elle-même dans une ronde folle. Elle ne supporte pas le néant, elle non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre. Il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre. Les pensées tournaient, tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien. On restait seul, seul, seul. Cela dura 15 jours, pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté, que je n'en aurais rien su. Le monde ne se composait plus que pour moi que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau, tant je les regardais. Enfin, commencèrent les interrogatoires. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant. Juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seule avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre le plus habile, à ce que je devais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions, je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée. J'essayais d'apprécier ce que le procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrais jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle dans cet espace vide, elles tournaient, tournaient dans ma tête, faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement son tourment avec autant ou peut-être même plus de cruauté que les juges, qui levaient l'audience au bout d'1 heure, tandis que dans ma chambre cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction, pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien, pas de crayon qui me permît de prendre des notes, pas une allumette pour jouer, rien, rien, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il me fallut sans doute charrier des cailloux jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur. Mais du moins, j'aurais vu des visages, j'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change au lieu de cette chambre immuable, si horriblement semblable à elle-même dans son immobile fixité. Là, rien qui puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent, et que je ne puisse faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire,
et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois, chants populaires et rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner et de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien, je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois? Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. 4 mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces 3 syllabes. 4 mois. Quelques caractères suffisent à les noter. Mais comment peindre? Comment exprimer, fût-ce pour soi-même, une vie qui s'écoule hors du temps et de l'espace? Personne ne dira jamais comment vous ronge et vous détruit ce vide inexorable. De quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit, de cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur, ce silence auquel on vous réduit, l'attitude de ce gardien, toujours le même, et qui pose la nourriture devant son prisonnier sans lui jeter un regard. Des pensées, toujours les mêmes, tournent dans le vide autour de ce solitaire jusqu'à ce qu'il devienne fou. À de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Conduisez-moi à l'interrogatoire, je dirai tout. Je dirai où sont les papiers, où est l'argent, je dirai tout, tout, tout. J'en étais réduit à cette extrémité quand se produisit un événement inattendu qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. On me menait à l'interrogatoire. On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. Il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquels pendaient 3 ou 4 manteaux militaires mouillés. Les manteaux de mes bourreaux. Et soudain, mes yeux s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté, la poche de l'un des manteaux. Je m'approchai et crus reconnaître à travers l'étoffe tendue le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Il y avait 4 mois que je n'en avais pas tenu un dans ma main, et sa simple représentation m'éblouissait. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres, des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner. Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne, et que je pourrais garder dans ma tête, quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois. Je n'y tins plus, et sans le vouloir, je m'approchais encore. Je tâtai l'étoffe, et y sentis en effet un objet rectangulaire, qui était souple et craquait un peu. Un livre. C'était bien un livre. Comme l'éclair, la pensée jaillit dans mon cerveau. Essaie de le voler. Peut-être réussiras-tu, et alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire, lire, lire. Enfin, lire à nouveau. Hop,
Je le saisis avec adresse et précaution. Mais quel instant inoubliable que celui où je me retrouvais dans mon enfer, enfin seul, et cependant en cette précieuse compagnie. Je voulus d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre, et je retardai à dessein le moment de le voir, pour le plaisir excitant de rêver, en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Étendu sur mon lit, je tirai en tremblant le livre de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers, ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs, n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres. Ainsi s'achève cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie de lire ce livre.